Bonjour tout le monde, bonjour Cécile. Et bonjour à toutes, bonjour Laure. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler des agents actifs. Les facteurs de croissance en cosmétique sont-ils vraiment efficaces ou complètement futiles? Parce que tout le monde en parle en ce moment des facteurs de croissance comme étant hyper efficaces pour lutter contre les signes de l'âge, aider les peaux sensibles et encore pour plein d'autres actions. Mais sont-ils si efficaces que ça? C'est Cécile Michel, CIO de Mediage Formation et de la Skin Academy, formatrice en DU en médecine esthétique, esthéticienne, qui va vous apporter toutes les explications, toutes les réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions à Cécile dans le chat. Elle y répondra à la fin de sa présentation. Allez Cécile, 15 minutes chrono pour tout savoir sur les facteurs de croissance. C'est parti, à tout de suite. Allez, hop, c'est parti. Donc du coup, voilà, on a en effet le PPT. Bonjour à toutes. Merci d'être connectés. Et puis bonjour à celles qui vont regarder en replay. Alors en effet, les facteurs de croissance, bien, pas bien, utile, pas utile. Est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Est-ce que ça vaut le coup de les acheter plus cher? Voilà, on va se poser ces quelques questions-là. Et si vous avez d'autres questions, bah voilà, on tâchera d'y répondre aussi. Alors déjà, les facteurs de croissance endogènes, les miens. 1986, Rita Levi, prix Nobel, découvert des facteurs de croissance. On lui dit merci au passage. Ce sont des protéines, d'accord? Les protéines naturelles, ce sont des facteurs de croissance. Et ils vont agir comme des messagers chimiques entre différents types de cellules. C'est pour ça que je vous ai mis ce schéma avec l'onde Wi-Fi et la clé. Ces facteurs de croissance, eh ben, ils ont des codes et ils vont permettre de transcrire, d'envoyer, de répondre à des messages et d'engager des processus, des réponses. Donc, c'est très complexe, c'est très codé. On en connaît un, le tripeptide de cuivre 1, qui apparaît naturellement dans tous les tissus. Et on a des facteurs de croissance dans le corps, de partout, et beaucoup au niveau du fibroblaste. C'est pour ça que je vous ai mis un schéma. Et vous voyez, le fibroblaste va produire, synthétiser des facteurs de croissance. Alors, on a des facteurs de croissance transformants, épidermique, EGF. On a les facteurs de croissance des kératinocytes et des facteurs de croissance dérivés des macrophages, nos cellules qui grignotent, qui mangent, qui dégradent, qui font le ménage. Les facteurs de croissance, eh bien, comme je vous le dis, ce sont des peptides naturels. Au niveau de leur rôle, vous voyez, ils font quand même plein de choses qui nous intéressent. Augmentation de la production de cellules, division cellulaire au niveau de la couche basale, les cellules souches. Ça va soutenir la JDE, qui est une jonction entre le derme et l'épiderme, plus qu'utile pour ensuite soutenir l'épiderme, parce que sur la JDE, vous allez retrouver ces fameuses cellules souches. Donc, des fibroblastes qui puissent travailler avec ces facteurs de croissance, eh bien, ça a une activité dans le derme et dans l'épiderme, pas seulement, comme vous le voyez, production de nouveaux vaisseaux sanguins, angiogénèse, production donc de collagène et d'élastine au niveau de nos tissus conjonctifs, réparation et cicatrisation. On pourrait se dire oui, mais ça c'est quand je me fais mal. Non, réparation et cicatrisation, c'est tout le temps parce que finalement, on a plein de petits bobos qu'on se fait sans se voir et la peau elle est toujours dans une éternelle en fait réparation. C'est pour ça que du coup, on a une production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Et puis les cheveux, voilà. Les cheveux aussi, les facteurs de croissance ont un rôle dans la pousse des cheveux. Alors, dès 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Les activateurs cellulaires qui sont dans la peau, qui sont au niveau des fibroblastes, des kératinocytes, il faut imaginer que c'est des petites ondes qui vont capter, et ben, quick, un peu comme les télomères, et ben, en fait, on va en perdre, ils se régénèrent moins. Et donc, on commence à partir de 30 ans, voilà, ce vieillissement avec une peau qui va paraître moins lumineuse et qui va commencer à se marquer. Donc, les effets visibles des facteurs de croissance épidermiques, d'accord, ceux qui sont dans l'épiderme, eh ben, les rides, ils ont aussi une action au niveau du fibroblaste pour le collagène, les mélanocytes, la texture de la peau, l'élasticité. Hop. Ces peptides naturels, eh bien, en fait, ils vont répondre grâce à divers stimuli qui vont participer au développement, à l'activation, à la libération des facteurs de croissance. C'est extrêmement complexe. Il faut imaginer, en fait, tout un tas de facteurs de croissance qui travaillent ensemble, qui vont prendre différents messages, des messages différents, variés, complexes, mais c'est pas un fouillis, c'est-à-dire que c'est très précis. Donc, c'est un encodage extrêmement précis et les facteurs de croissance vont répondre à ces codes complexes mais précis pour donner
une réaction, une action qui nous intéresse. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué via de la cosmétique traditionnelle en topique, eh bien de mettre des facteurs de croissance dans une crème, de poser la crème sur le visage et de se dire « Allez, c'est parti, let's go !» Hop, va faire le boulot tout seul. C'est pas si facile que ça. Donc la complexité d'aligner tous ces récepteurs, ces messages ensemble pour que du coup ils se trouvent, eh bien, c'est pas évident en cosmétique traditionnelle. Donc on va de ces facteurs de croissance se rendre compte que ils vont avoir des gros avantages pour le côté hydratant, en effet, éclat. Mais c'est plus limité sur ce qui nous intéresserait, c'est-à-dire une vraie stimulation au niveau du derme et de l'épiderme. Du coup, c'est pas grave parce que même si le facteur de croissance qui est dans la crème et donc du coup qui est synthétisé, parce que les facteurs de croissance qui viendraient de la moelle osseuse ou des cordons ombilicales, eh bien, c'est pas autorisé en France de mettre ça dans des produits. Donc, on va avoir des facteurs de croissance synthétiques. Ces facteurs de croissance synthétiques, en fait, ça va être des peptides. Les peptides synthétiques, eh bien, ils vont pouvoir travailler directement et plus directement, en effet, parce que ils vont porter un codage plus simple et du coup plus précis. La peau, elle va pouvoir capter ce message plus précisément. Et ce qui va en découler comme résultat, c'est que grâce à ces peptides synthétiques, je vais avoir une action sur le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique. Donc, j'ai des peptides synthétiques. Je peux avoir aussi des peptides naturels, comme vous pouvez le voir, d'origine végétale, l'orge, la pomme. Donc, on parle aussi de cellules souches. Et animal, l'escargot. Bah oui, dans la bave d'escargot, on trouve des facteurs de croissance. Et là, on va aussi s'amuser à pouvoir en appliquer. Vous en avez dans des produits et ils auront l'intérêt moins performants que des facteurs de croissance endogènes, mais les facteurs de croissance dans du topique ou les peptides, ils vont nous aider à traiter les taches, les rides, la perte de tonicité. L'avantage des peptides d'origine d'origine végétale, eh bien, on va trouver des acides aminés, des acides, des vitamines, isoflavones, glucides et des acides gras essentiels. Ça veut dire que tous ces éléments-là, ce sont comme des précurseurs, des briques, acides aminés, les acides, les vitamines, pour fabriquer des éléments qui sont plus intéressants pour nous. C'est-à-dire que nous, on veut un fibroblast, mais un fibroblast, on veut du collagène. Un collagène, ça se fabrique pas comme ça. Donc, il faut plusieurs acides aminés, des petites briques pour fabriquer ta fibre de collagène. Alors, on sait du coup que les facteurs de croissance, c'est difficile de les mettre dans une crème pour qu'ils aient ce travail exceptionnel avec notre peau. Mais on sait que les peptides, grâce aux peptides synthétiques ou aux peptides végétaux, on va réussir à faire un travail beaucoup plus précis dans l'anti-âge, l'anti-tache, le réseau vasculaire, les inflammations et les rougeurs. En application médecine esthétique, la biotechnologie va nous permettre, parce qu'en médecine esthétique, on va pouvoir faire du microneedling. Et avec le microneedling, on va pouvoir travailler avec des exosomes, des cellules souches adipeuses, les MSC, et ces cellules souches adipeuses, vont pouvoir être travaillées en médical et pas en esthétique traditionnelle comme chez nous dans nos instituts de beauté. Le PRP, vous devez le connaître, hein, on extrait du sang, ça passe en centrifugeuse, on récupère les plaquettes et on fait du microneedling avec. Donc en application médecine esthétique, il est plus facile de travailler avec des MSC, avec des plaquettes, avec des facteurs de croissance, parce qu'on va les chercher, on les travaille, on les applique en microneedling. Et en microneedling, ils vont être plus pénétrants. Les peptides sont aussi utilisés évidemment en médecine esthétique. Alors ces exosomes, justement, ils vont être utiles à quoi? Ils vont être utiles, les exosomes et les peptides vont être utiles à travailler, vous voyez, et au niveau de l'épiderme et au niveau du derme. Donc là, c'est ce qui nous intéresse, les taches, la perte de tonicité, les rides, le contour de l'œil, on peut faire le cou, on peut faire les mains et on peut faire le décolleté. Ces exosomes, tout particulièrement, ils proviennent de ces fameuses cellules souches. Et ces cellules souches, on sait que dans notre couche adipeuse, voilà, cette couche adipeuse, elle sert enfin à quelque chose. Dans la couche adipeuse, on va trouver des cellules souches
mésenchymateuse. Donc, c'est une couche fondamentale pour extraire ces cellules souches parce que du coup, ces cellules-là, les MSC, eh bien, elles vont se transformer, muter, eh bien, en nos fibroblastes. Donc, les cellules souches sont capables de s'auto-renouveler à l'infini et de devenir nos futurs fibroblastes. Et oui, tu as bien compris, donc du coup, la couche adipeuse de ton visage, eh bien, à l'intérieur de celle-ci, tu as tes futurs fibroblastes. Donc, on va aller chercher, en fait, dans ces couches adipeuses, ces cellules-là, et on va appeler ça donc du coup les exosomes. Les exosomes, ce sont des vésicules, voilà, des vésicules qui sont indispensables à la communication intracellulaire. Et dans ces exosomes, dans ces vésicules, tu vas trouver des acides aminés, tu vas trouver des lipides, tu vas trouver des facteurs de croissance. Est-ce que les exosomes, on en a en cosmétique, on en a beaucoup en médecine esthétique, en institut pas encore, ça ne serait tardé. Les peptides en cosmétique, par contre, on en a plein. Et là, on n'hésite pas à les utiliser parce que ce sont des petites protéines. Elles sont toutes petites et elles ont ce biomimétisme. Ça veut dire qu'elles vont parler le langage de la peau. Donc, les peptides, ça va soutenir, modifier, stimuler et ton derme et ton épiderme. Donc, les propriétés, tu les vois, hein, c'est des actions anti-âge qui sont du coup très, très vastes. On va même, certains les utiliser au niveau du corps. Ces peptides, hop, eh bien, ils vont avoir des noms comment tu peux les repérer, tu vois, avec des préfixes. Voilà, je t'en ai noté quelques-uns. Di, tri, tétra, pentapeptides. Tu as des peptides pour le côté Botox light, hein, pour réduire la contraction musculaire. Tu as des peptides spéciales fibroblastes, tu as des peptides spéciales circulation sanguine, tu as des peptides spéciales épiderme pour faire de l'épidermogénèse. Et grâce à ces peptides-là, synthétisés végétaux ou animaux comme la bave d'escargot, on va avoir des super actions anti-âge. Donc les peptides en cosmétique, ça c'est un gros plus, c'est une grande aide. Est-ce que les peptides, on peut les marier avec nos systèmes nos technologies qui nous permettent de faire pénétrer les actifs comme l'ultrason, comme le galvanique, comme les pointes en silicone? Mais oui, évidemment, tu peux utiliser ces techniques-là dans nos instituts pour faire pénétrer ces peptides un peu plus en profondeur. Allez, on continue pour pas qu'on soit dans le rush. Les peptides en IN, c'est important. Alors, vous le savez, nous, quand on fait ce cursus cornéothérapeute, eh bien, il est important de faire le out, il est important de faire le IN. Donc, on part du IN parce que prendre en charge sa clientèle, homme-femme, en extérieur, c'est bien, en intérieur, c'est mieux de combiner les deux. Donc, on fait du in et du out. Et les peptides, eh bien, tu vas en trouver dans les produits laitiers, les œufs, le riz, le soja, la viande et les lentilles. Voilà, d'où l'intérêt de manger diversifié, parce qu'en mangeant diversifié, tu manges des peptides. Et ces peptides-là, ils sont dans ton corps et ils vont nourrir justement toutes tes cellules et ta peau de partout, contrairement à une application topique. Voilà, c'est beaucoup plus réduit. Le rajeunissement de la peau, c'est donc une optimisation entre le in et le out. On sait que les UV sont responsables majoritairement du vieillissement prématuré. On dit qu'il y a 3 rides sur 4 qui sont responsables des facteurs exogènes, dont les UV. Le postulat de il faut endommager pour obtenir du résultat, ça c'est un postulat qui est obsolète. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 90-2000, et encore pour certains, ils pensent qu'en abîmant la peau à l'extrême, eh bien on va avoir une super régénération, une super amélioration. C'est pas faux, mais on perd énormément aussi de qualité de la peau. Et ça, on va le payer dans les semaines, les mois ou les années plus tard. Il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin de lancer une attaque minime, même superficielle, pour obtenir des résultats formidables dans la régénération, autant dans le derme que dans l'épiderme. Donc, on y va mollo avec les techniques qui sont abrasives, ablatives, chimiques. C'est pas nécessaire d'abîmer autant la peau pour obtenir de l'anti-âge. Il suffit d'avoir des bons actifs cosmétiques, de faire du in, de faire du out, d'avoir quelques bonnes technologies et de savoir faire un savant mélange de tout ça, une belle cuisine, une belle recette pour réussir à traiter en fait nos clientes et nos clients sans leur décaper la peau. Donc le vieillissement, c'est multifactoriel.
factoriels. Du coup, endogènes, exogènes, je t'ai listé en fait tous les facteurs responsables du vieillissement prématuré. Les facteurs exogènes, tu vas les trouver du coup ici sur la gauche et ça va endommager bien tout l'ensemble de la peau. Et quand on traite mal et quand on a une mauvaise hygiène cosmétique, bien tout de suite ça va influencer notre pH, notre film hydrolipidique, notre microbiote et ça c'est un problème, c'est le point de départ des catastrophes. Le rajeunissement de la peau, on l'a dit, il faut optimiser, il faut travailler intelligemment et en synergie. Et pour ça, vous l'avez compris, on a des super actifs. Donc, on va privilégier en effet les peptides. Les synthétisés sont très bien. D'origine végétale ou animale, avec l'escargot, on peut aussi se lancer. Les facteurs de croissance à privilégier plutôt quand on a des techniques plus invasives comme le microneedling. Les exosomes, on s'y intéresse et grâce à tout ça, on arrive à faire en effet des résultats et à donner des résultats incroyables à nos clientes et nos clients et à faire monter la capacité de l'esthéticienne et de l'esthéticien à faire des belles prises en charge. Je vous ai marqué donc des facteurs de croissance quand même, calcium, dérivés de vitamine A, de la D3, hyper important pour justement travailler ton épiderme et le rendre plus épais et plus résistant. Voilà, je crois qu'à 1 minute près, quelques secondes, j'ai tenu le challenge. Et s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Bravo Cécile, 15 minutes chrono pour un sujet aussi dense et aussi complexe. Bravo, ouais, mais bon, là on a affaire quand même à une pro, une experte et de la peau et de la formation. C'est une chance d'avoir une esthéticienne qui forme des médecins. Parce que c'est le cas. Donc, tout ce que Cécile vous dit, c'est du vrai de vrai. On a eu plusieurs questions. Les cellules souches ne sont que végétales? Non, parce qu'il y a aussi l'escargot, tu l'as dit. Oui. Il y a que l'escargot? Alors, en autorisé, oui. Après, il y a d'autres sources, mais c'est pas autorisé. Donc voilà, l'escargot fait preuve dans sa bave de plusieurs éléments assez incroyables. Vous pouvez vous renseigner. On a des super marques en France en plus qui font ça, donc on peut tout à fait les jeter un œil et s'intéresser à la bave d'escargot. Ouais. D'accord. Les facteurs de croissance, c'est utile à quel âge? À 20 ans, comme pour une peau mature, pour tout le monde? À partir de 30 ans, vu qu'on perd ces fameux récepteurs, stimuler ces facteurs de croissance intelligemment, parce que stimuler des facteurs de croissance, ça a aussi des conséquences qui peuvent être graves. C'est-à-dire que là, on peut même aller à parler de cancer. Donc, les facteurs de croissance, on les stimule naturellement avec une bonne alimentation. On pense surtout à ne pas consommer ces facteurs de croissance inutilement et à l'excès avec, vous le savez, trop de soleil, trop de cigarettes, etc., etc. On fait la fête, mais de manière mesurée. Et le fait de préserver son capital, de bien manger, d'avoir une hygiène de vie, une hygiène cosmétique, ça va nous permettre de préserver ces facteurs de croissance et de les maintenir le plus longtemps possible. Donc, c'est ça que c'est rébarbatif de dire toujours faire attention à ça, attention à ça, attention à ça. Mais au final, ça reste la clé pour rester jeune. C'est comme ça. D'accord. Alors, je n'ai pas compris comment la graisse se transforme en fibroblastes. Alors là, ce serait extrêmement long en fait à expliquer. Donc ces cellules, ces MSC, les adipocytes, ont cette capacité à un certain état, à un certain moment en fait, de devenir soit un adipocyte, soit un fibroblaste. Et ça, c'est sûr qu'on n'en parle pas beaucoup en esthétique. Mais ça pourrait être intéressant de refaire un petit quart d'heure dessus parce que vous seriez vraiment surprise de voir comment ça fonctionne. Question de Mireille. Est-ce qu'ils se présentent comme des ampoules de microneedling? Alors en fait, on va trouver des peptides ou des exosomes dans des ampoules, en effet, qui sont stériles, évidemment, parce que le but, quand on travaille avec des exosomes, c'est de travailler avec du microneedling. Mais ça, bien sûr, en France, pour les esthéticiennes, au jour d'aujourd'hui, c'est, tu le sais, interdit. Oui. Donc, c'est en ampoules qui sont stériles. Les peptides, faut pas les mettre de côté. Et comme vous l'avez vu, il y a les vitamines A avec les dérivés, des vitamines C qui sont extrêmement importantes, qu'on trouve en ampoule et qu'on peut travailler en sérum et en ampoule avec nos technologies sans aiguille et qui nous permettent d'avoir une influence sur les facteurs de croissance. Parce que ces vitamines, ces oligo-éléments et ces minéraux, ils contribuent à justement avoir une bonne communication cellulaire, donc
On fait des raccourcis des facteurs de croissance. Il faut pas toujours penser à aller au final. Le résultat final, c'est bien, mais proposer à la peau tout le matériel pour qu'elle construise et fabrique son propre matériel, c'est mieux. Quel sérum marque propose des ampoules aux exosomes? Alors, j'en parlerai pas parce que c'est voilà, ça arrive en France petit à petit. C'est dans un domaine du coup médical. Donc, je sais pas si j'ai l'autorisation du coup d'en parler encore. Bon, bah pas encore, on attend. Qui dit peptide dit forcément facteur de croissance? Qui dit peptide dit facteur de croissance. Les facteurs de croissance, on les appelle des peptides naturels. Un peptide, on peut le retrouver dans les facteurs de croissance. C'est pas forcément la même chose en cosmétique. Un peptide peut stimuler en fait des facteurs de croissance. Il faut alors, dans l'idéal, utiliser des appareils pour faire pénétrer ces fameux peptides. Question de Jessica. Au mieux, oui, parce que la barrière, normalement, quand elle est intacte, eh ben, on sait qu'elle va limiter la pénétration des actifs aqueux. C'est une question de ionisé, non ionisé. Donc, les actifs aqueux vont rester plutôt cette tendance à rester en surface. Donc, il faut qu'on ait des peptides. Il faut sinon avoir des oligopeptides parce qu'il y a des peptides à gros poids moléculaire aussi. Donc, eux, ils vont rester en surface. Les oligopeptides, c'est plus petit. Donc, si vous avez des peptides à bas poids moléculaire, ils vont mieux pénétrer. Et si vous avez la possibilité d'utiliser des technologies type voilà, ultrasons galvaniques, des choses comme ça, bah ce sera d'autant plus efficace. Je rappelle que les peptides, ils travaillent en biomimétisme. C'est pour ça que le lien avec le facteur de croissance, il est quand même intéressant. Un peptide va reproduire un message que la peau connaît. Voilà, c'est pour ça que les peptides, il y en a des centaines en fait en cosmétique. Comment ralentir l'apparition des rides? Ah, bah alors ça, vaste sujet. Vaste sujet qui nous passionne. Je suis impatiente d'écouter la réponse. Ah, quelle est la réponse? Ah, écoute, franchement, ma réponse, elle va être très chiante, hein, parce que finalement, on répète toujours les mêmes choses. Hein. C'est-à-dire que limiter l'apparition, c'est de faire un point sur les facteurs exogènes. Voilà, est-ce que les facteurs extérieurs à ma génétique, eh bien, je peux les modifier? Est-ce que je peux les améliorer de manière à pas enclencher ce vieillissement prématuré? Voilà, 70-80% du vieillissement, c'est lié au facteur extérieur. Oui. Donc, le facteur extérieur, eh bien, je vais pouvoir jouer dessus ou pas. Une maladie, tu peux rien y faire. Si tu es obligé de prendre des médicaments, un traitement, bah, c'est pas de ta faute et tu peux rien y faire non plus. Par contre, je peux faire attention à ce que je mange. Je peux faire attention à faire du sport. Je peux faire attention à bien m'alimenter, bien boire. Voilà, ça, c'est des facteurs sur lesquels j'ai un levier et qui va ralentir le vieillissement pour de vrai. On sait que les gens qui font du sport, biologiquement, ils sont 10 ans plus jeunes. Alors, faire du sport, ça veut dire quoi? Faire ce qu'on recommande 30 minutes d'activité physique par jour ou faire 1 heure par semaine? C'est quoi exactement? C'est pas facile, là. Chaque personne est différente. Il y a des métabolismes qui sont différents. T'as les ectomorphes, les endomorphes, les mésomorphes. Tu vois, il y a des gens qui sont tout secs, il y a des gens qui sont plus pulpés, etc. Donc, le sport pour l'un va pas correspondre au sport pour l'autre. Et quand tu dois faire de l'endurance, bah, 1/2 heure par jour, c'est pas possible. Il y a des gens, ils vont pouvoir avoir les bénéfices de leur sport déjà au bout de 3/4 d'heure, 1 heure. Et d'autres, ça va être beaucoup plus vite. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça soit régulier dans ta vie, le sport. Régulièrement dans ta vie, tu dois faire du sport. Voilà, un petit peu tous les jours ou 2-3 fois par semaine, mais déjà, régulièrement dans ta vie. Faire du sport. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre les peaux noires et les peaux blanches? Il y a des différences, oui, bah déjà au niveau du pigment, oui. Mais est-ce qu'il y a des différences au niveau des facteurs de croissance? Oui, non, visiblement. Quelle est la particularité d'une peau noire et d'une peau blanche? Bah, ce qui concerne, ça, on le sait normalement. Ce qui concerne les matières premières, on a la même peau. Voilà. Au niveau du pigment, au niveau de l'épaisseur, là, ce sera plus, tu vois, si moi j'ai une formation de tâches pigmentaires et dans la formation de tâches pigmentaires, on va parler de ces nuances-là. Mais sur du vieillissement, on sait que du coup le vieillissement est moins visible, ça c'est évident, mais on part avec une même base. Il y a Jessica qui a fait une remarque. Elle a dit: je suis arrivée avec 3 minutes de retard et je suis complètement perdue tellement c'est complexe. Ouais. Maintenant, l'esthéticienne en 2024 doit être au fait de toutes ces notions.
Évidemment, parce que du coup, on en parle malgré tout dans des magazines sur Internet et on sait que les clientes et les clients sont très attirés par le produit miracle. Donc, elles vont lire des choses sur les facteurs de croissance, elles vont lire des articles sur les peptides. Donc, on a plutôt intérêt à savoir en parler. Donc, de toute façon, ce replay, ce sera un replay, cette vidéo-là, on la mettra dans quelques temps sur notre chaîne YouTube, la Skin Academy, et aussi sur la chaîne YouTube des Nouvelles Esthétiques. Comme ça, Jessica, elle pourra récupérer le début. Les facteurs de croissance, ce sont des peptides naturels. En cosmétique traditionnelle, dans une crème, voilà, les résultats avec les études qu'on a et auxquelles on a du coup accès, la littérature scientifique nous montre que c'est bien, mais par rapport au coût que c'est pas plus intéressant qu'une très bonne crème. Du coup, de là sont arrivés les peptides, et là, avec les peptides, ça permet de travailler très bien avec des coûts qui sont beaucoup plus réduits et avec des très bons résultats. Donc, aller chercher du facteur de croissance dans un produit, sauf, encore une fois, en médecine esthétique, où là, il y a des accès sur des produits qui sont en train de sortir et qui sont puiser dans ces cellules adipocytes, voilà, là c'est ok. Mais du coup, tant qu'on n'a pas de technique de microneedling autorisée à l'esthéticienne, c'est dommage de travailler avec de tels produits qui vont rester quand même en topique. Les EGF, ce sont des peptides? Les facteurs de croissance épidermique. On peut avoir des peptides qui influencent l'épiderme, mais les EGF, tout est dans le titre, facteurs de croissance épidermique. C'est le nom qu'on donne aux facteurs de croissance de mon épiderme, mais les endogènes, les miens. Epidermal Growth Factor, EGF. À partir de quel âge faut-il faire des soins à base de collagène? À partir de quel âge? Alors, le collagène, est-ce que je le bois? Est-ce que c'est en topique? Le collagène, c'est une macromolécule. C'est comme l'acide hyaluronique. Un sodium hyaluronate, c'est un acide hyaluronique qui est gros, d'accord? C'est une grosse molécule, ça reste en surface. Un collagène qui n'est pas hydrolysé ou sous peptide, hydrolysé peptide, il pénétrera pas, du coup, il aura une super efficacité d'hydratation. Donc déjà en topique, assurez-vous d'avoir un collagène hydrolysé, peptide, parce que ça pénétrera quand même beaucoup plus. Après, le collagène, en effet, à boire, intéressant, il faut regarder son poids moléculaire, parce que du coup, c'est des chiffres, et plus vous êtes sur des chiffres bas, 1, 2, 3, et plus il est assimilable par l'organisme. Prendre du collagène à boire, écoute, à quel âge? Quand il y en a le besoin. Voilà, il y a des personnes, elles ont 40 ans avec une peau de 30, il y a des femmes, elles ont 30 avec une peau de 50. Est-ce que tu as été malade? Est-ce que tu traverses une période de vie qui est pas facile? Est-ce que tu fais beaucoup de sport, donc tu as besoin? Et en fait, le collagène, tu peux le prendre à 20 ans, 30 ans, 40 ans en fonction de ton besoin à toi. D'accord. Est-ce qu'il faut une machine particulière? Vous avez des marques à nous donner. Pour aider à la pénétration des produits, cette machine doit osciller, doit avoir des vibrations ou des ondes? En fait, il y a pas mal de machines qui permettent d'augmenter la pénétration cutanée. Évidemment, je donnerai pas de marque parce que c'est pas mon rôle. Chercher justement ces technologies de galvanie. Alors, en revanche, quelle technologie tu recommandes? Plutôt vibration ou onde? Non, onde. Onde. D'accord. Plutôt sur des courants électriques. Ah, intéressant. Mais pas que ça chauffe, de manière à pas abîmer les molécules. Qu'est-ce que tu penses de l'hydrofacial? Là encore une fois, j'ai mon avis en tant qu'individu, mon avis en tant que professionnel. Voilà, c'est pas le débat. D'accord, donc à échanger avec Cécile au congrès en tête-à-tête. Avec plaisir, vu que du coup je serai au congrès, ouais. Avec grand plaisir. Ah oui, vous aurez la chance de voir Cécile Michel faire un diagnostic en direct avec une personne qu'elle ne connaît pas, prise dans le public. Donc ça va être extrêmement intéressant. Le mot de la fin, Cécile, qu'est-ce qu'il faut retenir de ta présentation? Intéressez-vous à votre cosmétique. Intéressez-vous à la cosméto. C'est quand même essentiel pour garder un statut de professionnel de beauté, pour être la référente auprès de sa clientèle. Eh bien, il faut des bases de connaissances. Et là, il faut s'intéresser à sa cosméto, à vos produits. C'est la base. C'est quelque chose à faire dès aujourd'hui. Regardez vos étiquettes. Posez des questions à votre commercial, à votre marque. Ils sont là pour vous répondre. Et s'ils vous répondent pas,
bah, c'est dommage pour eux, mais vous pourrez aller chercher une autre marque. Exactement. Et n'hésitez pas à vous former sur la peau, les actifs, vos cosmétiques. Et Cécile est là pour ça également. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous pourrez revoir le replay. Et bien entendu, l'équipe de Cécile va vous contacter prochainement. À très bientôt. Merci. Bye, Au bonne journée à revoir. toutes et à tous.